Chipo, le piège, ouvre la porte sur la réalité d'un monde confronté à de grands changements. Les jeunes Inuits de la communauté de la Romaine présentent certaines habitudes de vie ne favorisant pas toujours la réussite scolaire. La consommation de drogue et d'alcool sont quelques-unes des habitudes problématiques chez eux. À cela, il faut ajouter que certains jeunes vivent dans une famille monoparentale ou dans une famille reconstituée. Aux habitudes de vie et à la situation familiale précaire s'ajoute une autre problématique, celle de la difficulté d'intégration au milieu scolaire. Ce film a pour but de créer de nouvelles voies de communication entre différents intervenants. Il provoquera des échanges avec les aînés, les parents, les autorités locales, la direction de l'école et les jeunes. Ce film issu de jeunes Inuits de Namechipo est une heureuse initiative pour eux. Il démontre leur maîtrise dans l'utilisation des nouvelles technologies, leur implication dans la foi en l'avenir. Une histoire se raconte avec des mots. Toutefois, il arrive qu'il soit trop difficile à entendre. Notre écoute s'estompe, fuit. C'est alors que l'image vient soutenir l'insoutenable. Notre cœur s'ouvre et atteint le même rythme que celui de l'enfant blessé. Les jeunes élèves de l'école ou la main figurant dans ce film ne sont aucunement reliés aux histoires traitées. Leur participation généreuse nous permet de donner au visage humain aux histoires vécues. Ils se sont sentis concernés par le monde qui les entoure. La souffrance, les traumatismes sont une réalité qui ne peut pas être cachée plus longtemps. La solitude augmente chez les jeunes qu'on isole. Ne voyant pas de moyen de fuir, ils cherchent un soulagement. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette violence? C'est tellement plus insidieux que ma propre expérience. Les temps changent, les moyens aussi, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Agir dans une communauté isolée comme la nôtre nous apporte parfois du mépris. Nous, les Inuits, ce n'est pas dans notre nature d'intervenir dans la vie des autres. Ce trait de notre culture nous nuit peut-être aujourd'hui. Nos familles sont reconstituées, les liens entremêlés, et il serait facile d'aggraver la nature du conflit.
Mon implication modeste face à ce grave problème sera d'écrire ces quelques lignes afin de dénoncer ce phénomène toujours présent dans ma communauté. J'espère être lu par d'autres jeunes qui se reconnaîtront dans mon expérience personnelle afin qu'ils trouvent en eux la force pour résister à ce fléau. Il l'a pas. Les Autochtones croient que le retour aux valeurs traditionnelles serait une façon efficace d'améliorer la qualité de vie et la santé dans la communauté. Certaines communautés accomplissent de grands progrès pour améliorer leur sort et celui de leurs enfants. Parfois, ce sont des actions individuelles auxquelles d'autres individus viennent se joindre. À d'autres moments, c'est le gouvernement qui les accompagne dans leur démarche. Généralement, le but recherché est que les communautés se prennent en main. Dans beaucoup de communautés, on a levé la loi du silence et on commence à parler ouvertement de la violence, de la drogue et du suicide. C'est un premier pas vers la guérison. Dans mon village, les jeunes se rassemblent à grand nombre tous les soirs de la semaine pour s'oublier les uns à travers les autres. Nous n'avons pas beaucoup d'occupations et cela devient un peu n'importe quoi. Nous imitons les comportements que nous observons autour de nous, ce qui ne nous fait pas nécessairement vivre de bonnes expériences. Dans nos maisons, toutes les générations cohabitent. Les activités se poursuivent tard dans la nuit, nuisant à notre sommeil, entraînant des retards à l'école. Ce fut un peu mon cas. J'ai souvent manqué de sommeil. J'espère conserver une bonne relation avec mon enfant. Je suis encore jeune, mais je sais que je peux devenir une bonne mère avec le temps. Dans notre village, les jeunes participent souvent à des activités débridées où se mêlent alcool et produits qui nous font du mal. Il nous arrive de perdre complètement nos sens. Les conséquences qui en découlent peuvent être désastreuses. Violence, perte de dignité, viol et tentative de suicide. Il y a quelques années, je me voyais prendre un long chemin qui me mènerait à mon rêve, devenir infirmière. Et comme si le destin en a décidé autrement, me voici projetée dans le champ. À mon âge, il est difficile de prendre soin d'un enfant. Une chance que ma mère et ma grand-mère vont m'aider. J'aurais cependant perdu mon année scolaire. Signe des premières nuits d'automne, le givre recouvre entièrement la fenêtre de notre salon ce matin. Je m'assois sur ma chaise préférée, bien emmitouflée dans ma couverture. Mon enfant me sourit. J'ai 14 ans et je suis mère depuis octobre 2011. Cela peut surprendre, mais ici, nous sommes nombreuses à être à la fois fille et mère. Il y a beaucoup de raisons à cela. Pour ma part, j'ai sans doute manqué d'informations. Je suis une Innu d'Unamanchipu. J'ai 19 ans. Je suis en couple avec un jeune homme de 18 ans qui fume le cannabis depuis l'âge de 11-12 ans. Dernièrement, je lui ai fait comprendre que je ne suis plus capable de le voir consommer autant. En un an, sa consommation a réellement doublé. Il vit chez sa mère. Droguée et alcoolique, elle l'incite à consommer même en connaissant son désir d'arrêter. Sa famille fume, ses amis tout autant. Bref, cette drogue est toujours omniprésente dans son environnement. Ma grand-mère me manque tellement. Elle savait comment me réconforter. Elle n'est plus avec nous depuis 3 ans. Son esprit est toujours avec moi. Mais son corps repose dans notre cimetière pitoyable. J'ai de la peine de la savoir enterrée là. J'aimerais savoir si elle est bien là où elle est. Parfois, je m'imagine qu'elle me répond. Une brise sur mon visage, un craquement dans la forêt, un oiseau qui chante au matin. J'aimerais être avec elle. Après ma naissance, ma mère était trop jeune. C'est elle qui a pris soin de moi durant 3 ans. Dans la tradition Innu, il n'est pas rare que l'enfant d'une mère trop jeune soit adopté par un membre de la famille. Je respecte ma mère, mais j'aimais ma grand-mère. L'année prochaine, je vais reprendre mes études, tout en assumant mes nouvelles responsabilités. Le père de mon enfant est plus âgé que moi et demeure dans un autre village. Il n'y a pas si longtemps, je me considérais comme une enfant. Maintenant, me voilà prise avec une lourde charge. D'autres jeunes filles dans la même situation ont choisi de donner leur enfant en adoption. Ce ne sera pas mon cas. J'ai suffisamment d'aide pour autour de moi. Est-ce que je suis responsable de ce qui m'arrive? Probablement. Un peu. J'ai été libre et livrée à moi-même. Peut-être trop. Au décollage, le bruit fait vibrer toute la structure de l'avion. Parfois, quelques morceaux de plastique se libèrent du plafond pour nous tomber sur la tête. La vitesse au plus vite nous enfonce dans le creux de notre siège en toile cintrée d'un tube en métal. Puis tout se relâche. On arrive de nouveau à se parler, mais il faut crier un peu si nous voulons être bien entendus. De ma place, je regarde mon grand-père assis près du hublot.
Son regard ébloui scrute son territoire qui défie la perte de vue. Il était mince, nous n'avons pas eu la même alimentation. Avec mon surplus de poids, je me rends bien compte qu'il serait difficile de marcher dans ses souliers. Mon grand-père ne serait pas intéressé, lui non plus, à retourner en arrière. Il a assez marché. Comme il dit, ce temps est passé. Mes activités à moi se limitent à pas grand-chose. Les jeux vidéo occupent beaucoup de mon temps. J'utilise un VTT pour me déplacer et la poutine est maintenant considérée comme un mets traditionnel chez nous. Il n'y a pas à proprement parler d'heure fixe pour manger. On mange lorsqu'on a faim, un point c'est tout. Mes petits frères font la même chose, mais lorsqu'ils ont de l'argent en poche, ils le dépensent au dépanneur en achetant boissons gazeuses et gâteaux. Je ne m'occupe pas d'eux. C'est comme ça. Lorsque j'avais leur âge, je n'ai pas eu nécessairement de surveillance moi non plus. Même si ma petite vie jusqu'à maintenant a été débridée et que je n'ai pas l'impression que cela va changer, il est évident que nous n'allons nulle part ainsi. La liberté chevauche la paresse. Je n'ai pas envie de changer. À Ounamanchipu, nous sommes chanceux d'avoir une école aussi belle. Nous semblons l'oublier parfois, mais elle est une des plus modernes au Québec. Nous avons un studio de photo, un studio de musique, un cinéma, une médiathèque et un centre de documents Innu. Nous avons aussi un poste de radio qui nous permet de diffuser de la musique dans tout le village. Dans chacune de nos classes, nous avons des tableaux électroniques. Les professeurs n'ont plus besoin d'utiliser la craie. Nous avons aussi ces ordinateurs disponibles en tout temps, dispersés à l'intérieur de plusieurs classes. Voilà, malgré tout, nous assistons à un abandon de nos élèves qui se traduit par un décrochage qui devient alarmant. Pourquoi? Même mes amis qui ne sont plus à l'école n'arrivent pas à me répondre. C'est comme une pente douce qui nous conduit inévitablement vers le bas. Si notre école, aussi moderne qu'elle soit, ne suffit pas à stimuler nos élèves, nos amis, ma soeur, mon frère, où est le problème? Lorsque je regarde mon village, ma communauté, mon environnement, je commence à comprendre. Ce n'est plus une question de confort, de modernité, mais un phénomène social. Il y a le manque d'intérêt que parents portent envers le succès de leurs propres enfants. Il y a cette merde de produits illégaux qui circulent dans mon village et qui enlève tout ce qui reste de merveilleux à l'intérieur d'un jeune. Il y a le jeu qui rejoint jeunes et moins jeunes. Il y a l'alcool, bien sûr, qui ne nous lâche plus. Et qu'est-ce qui nous attend encore? Juste deux, la même chose. Qu'est-ce que t'as? Deux. Avec combien? Ça fait trois. Moi, j'ai été un consommateur assidu depuis plusieurs années. J'ai débuté par de petites consommations occasionnelles, puis avec le temps, je me suis initiée aux drogues plus dures. Ça, c'est vraiment de la merde. J'ai perdu contact avec le monde durant 2 ans. J'ai vécu dans mon linge sale, j'ai mangé peu de choses, mes biens me suffisaient. J'ai fait un enfant à ma blonde, qui a disparu de ma vie depuis 1 an. Si je suis capable d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai réduit mes consommations, mais ça n'a pas changé grand-chose. Je n'ai pas beaucoup de motivation, je suis un peu lâche. Je ne vois pas pour l'instant d'intérêt de retourner à l'école. J'ai abandonné l'école bien avant mes études secondaires. À ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés à être présent. Mes absences répétées ont eu raison de moi. Autour de moi, un nuage noir plane encore. Je ne sais pas quoi faire. Je dois trouver une solution. Elle ne viendra pas du gouvernement fédéral, provincial ou local, de ma famille ou de mes amis, mais du fond de moi-même. Si je veux voir la vie en noir, elle le restera toute ma vie. Je sais que je porte une valise remplie de couleurs qui n'attend qu'à être ouverte. J'ai le choix de rester face à ma toile sombre et me prendre en pitié toute ma vie, ou bien me mettre à l'ouvrage afin d'y employer toutes mes couleurs. Là, je me prends en main. Je deviens maître de mon avenir. Au village, j'ai un réel problème de consommation. Il n'y a rien à faire et tout en même temps. Mes amis m'invitent souvent à leurs activités nulles. C'est juste un prétexte pour consommer. Ça ne mène nulle part et menace grandement ma santé. J'avais un poids excessif autrefois, mais aujourd'hui je perds mes pantalons en marchant. Consommer me fait perdre l'appétit. Je n'éprouve plus le besoin de manger, plus aucun besoin d'ailleurs. Je dors le jour parce que la lumière me fait mal aux yeux.
Le soir, je joue au poker, accompagné de plusieurs bières et de gros pétards. Première lueur du matin, comme un vampire, je retourne me coucher. Cette vie ne m'appartient pas, mais pour l'instant, c'est la seule alternative pour moi. Pour s'en sortir, il faut partir, loin, et peut-être ne jamais revenir. Les petites escapades en forêt m'apportent du repos, un semblant de vie normale. Aussitôt de retour dans mon village, je recommence à consommer. Je n'ai pas de solution pour l'instant. Peut-être que cela me plaît aussi, je n'arrive pas à me faire une idée tellement ma tête est troublée. Si je me regarde dans un miroir, je me trouve sale, maigrichon, sans intérêt. Je ressemble aux autres, rien de rassurant. Dans la forêt, il n'y a rien de comparable. J'aime écouter les bruits, les sons, sentir les odeurs des arbres, des plantes. J'apprécie la vie qui m'entoure lors de ces grandes balades en forêt. Ce sont des moments qui dureront le temps de mon séjour. À mon retour, tout va redevenir comme avant. Je n'ai pas de réponse. J'ai un souvenir à te raconter. Un certain matin d'automne, il était 3h30, je crois. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. C'était un de ces matins où la brume combat le soleil. Une lutte à finir, comme me disait mon père autrefois. Au moment où les rayons chauds percent la brume, on assiste à un spectacle qui ne dure qu'un moment. Ce passage de la noirceur à la clarté du jour se produit depuis toujours. Mais pendant un bref instant, nous observons un spectacle, comme si c'était la première fois. Je me suis donc empressée de m'habiller chaudement et je suis allée à la rencontre du soleil. Il était là, au bout de notre chemin de terre. Je ne le voyais pas encore, mais je commençais à distinguer ses douces lueurs. Émue, je me suis mise à pleurer. J'étais seule avec moi-même et j'ai réfléchi à ce qui m'était arrivé. Il y a 2 ans, mon beau-père m'a agressée sexuellement. C'est arrivé un certain jeudi, comme il en existe toutes les semaines, quand le bateau apporte bière et grand dérangement. Lorsque ses caisses rentrent dans la maison. Durant un bref moment, tout devient joyeux. Puis les disputes commencent, les colères et les batailles. Il est alors difficile de trouver le sommeil dans sa chambre avec tous ces bruits à proximité. Et soudain, c'est le calme. Plus rien. Cette nuit-là, ma mère était absente. Mon beau-père est rentré dans ma chambre. Je me souviens d'une odeur de bière, de mains sales et d'un gros ventre qui m'empêchait de respirer. Il m'a sali et a pleuré juste après. Cela ne l'a pas empêché de recommencer 2 fois dans la même année. Il disait qu'il m'aimait, qu'il avait trop d'amour. Je n'ai dit à ma mère qu'après la 3e fois. Elle ne m'a pas cru au début. Plus tard, je sais qu'elle a eu des doutes. Elle est toujours avec lui aujourd'hui, car cette année, il a fait une thérapie en forêt avec d'autres hommes. Il semble qu'après 2 semaines en forêt, tout le monde est guéri. J'ai un copain qui boit beaucoup avec ses amis. Il a lui aussi abandonné ses études. J'ai peur de lui, car lorsque je veux rompre, il me menace de se pendre. Parfois, je voudrais quitter ce village définitivement. J'aimerais être absorbée par les premières lueurs du soleil le matin et disparaître. Je n'ai pas trouvé de solution encore. Je vis un peu chaque jour. Je suis contente de te connaître. Je t'ai trouvée sur Facebook et j'étais très contente de faire ta connaissance. Je suis une fille de 15 ans de Québec. Je vais au séminaire Saint-François. Bonjour Claudia. Hier, je suis allée au bord de la rivière. C'était à environ 20 minutes de marche de chez moi. Il y avait un hydravion qui transportait des personnes sur leur territoire de chasse. Mon garçon adore les avions, surtout le bruit qu'ils font au décollage. J'aime le voir jouer au bord de l'eau. Ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Après, nous sommes repartis en marchant jusque chez moi. À mon arrivée, je n'ai même pas eu le temps de le déshabiller, qu'il était déjà endormi. Ce fut un peu ma journée. Demain, nous retournerons à la plage, si la température le permet. À bientôt, Yannick.
Thank you.